Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV, la télé-montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante avait mis en marche le compte en rebours des législatives qui devrait se tenir le 8 juillet prochain. Mais le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a reporté à une date ultérieure à l'issue d'une série de concertations avec quelques leaders de l'opposition, notamment David Camara de la Nouvelle Génération pour la République et El Hadj Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée. De l'autre côté, l'opposition réunie au sein du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'Alliance pour la démocratie et le progrès hausse le ton pour manifester son ras-le-bol. Elle a décidé de se faire entendre en usant de tous les moyens légaux jusqu'à la satisfaction de ses revendications. C'est dans cette optique qu'elle a organisé récemment une marche dont le caractère pacifique semble fameux. Que faut-il retenir de ce feuilleton du 10 mai 2012? Quel a été son impact, même si l'on peut noter de passage l'arrêt des activités de la Commission électorale nationale indépendante? La mouvance présidentielle de son côté sort de sa réserve. Le RPG Arc-en-Ciel entend désormais répondre à toute manifestation du collectif et de l'ADP qu'il qualifie de provocation. Que peut-on concrètement retenir de l'avenir politique de la Guinée quand on sait que la tension est d'autant plus vive entre les différents acteurs politiques du pays que la transition dure et perdure encore? Voici en quelques mots, aimables téléspectateurs, les grands axes de notre débat de ce soir. Pour en parler, je reçois pour vous M. Fodé Mohamed Souma. Il est le président du parti Génération Citoyenne, en abrégé GECI. À tous et à toutes, merci de nous préférer. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'être venu dans cette émission en toute franchise. Je rappelle que vous êtes le président du parti Génération Citoyenne, en abrégé GECI, et également vous êtes membre du collectif des partis politiques et l'ADP. Comment va aujourd'hui votre formation politique et les deux formations politiques dont vous en êtes membre? Ben, d'abord, la GECI se porte de mieux en mieux. Nous faisons un travail conséquent sur le terrain. Nous sommes toujours en phase de densification et en même temps, nous avons essayé d'aller vers les autres leaders, comme j'ai eu à le dire tout dernièrement, pour essayer d'avoir un ticket au niveau de la basse-côte, pourquoi pas, ce qui ne reflète pas du tout notre philosophie de repli identitaire ou de communautarisme, mais tout simplement par la réalité politique du moment qui voudrait que nous essayions de nous focaliser, d'accentuer toutes nos forces là où nous pensons avoir un électorat de base et là où nous pouvons être élus. Donc j'essaye à mon niveau, sur mandat de la GECI, d'aller à la rencontre des autres leaders. Ça se passe très bien. Et il y a quelques difficultés. Et si demain je devais vraiment être bloqué, eh bien, je demanderai l'assistance, l'intervention de certaines autorités de cette basse-côte, en l'occurrence notre Kuntungi qui est El Hadj Souma, et d'autres responsabilités morales. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller vers l'essentiel, nous poser les bonnes questions et surtout faire en sorte que nous puissions obtenir un groupe parlementaire très fort qui pourrait nous permettre d'occuper le perchoir. Pourquoi? Oui, mais comment va aujourd'hui le collectif et l'ADP quand on sait que vous avez amorcé déjà beaucoup de choses à faire? Le collectif et l'ADP vont bien. Comme vous le savez, nous essayons de faire en sorte que les choses bougent, mais la GECI au sein de ce collectif se place dans la logique de la pression. Et nous pensons qu'accentuer la pression en ce moment sur les autorités pour les amener à vraiment rectifier le tir, à faire en sorte que nous nous asseyons pour vraiment négocier, non plus discuter ou discutailler, mais vraiment négocier, je pense que nous sommes dans cette logique. Parce que je puis vous assurer que si nous ratons cette phase, ce serait la logique de l'affrontement. La Guinée n'en a pas besoin, la GECI n'en veut pas. Et je crois que nous arriverons, grâce à toutes ces manœuvres vraiment démocratiques que nous mettons en place, d'amener les autorités à plus de rigueur
de vigilance et surtout de probité morale afin que nous en finissions avec cette transition et que la Guinée passe à autre chose. Donc oui. J'espère que ça va donner quelque chose. Oui, et récemment, vous avez décidé de vous faire entendre en usant de tous les moyens légaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement? Vous savez, comme j'ai eu à le dire, dans une élection, les deux choses les plus importantes touchent l'organe chargé d'organiser cette élection. En l'occurrence, c'est la CENI, et aussi le fichier qui regroupe l'ensemble des électeurs. Donc aujourd'hui, nous avons une CENI qui a posé d'énormes problèmes depuis l'élection présidentielle. Nous avons mis de côté sa restructuration afin d'aller plus vite et nous focaliser sur sa recomposition qui est vraiment légale. En l'occurrence, nous voulons la parité, 10 membres pour l'opposition, 10 membres pour la mouvance et puis les 3 de la société civile. D'ailleurs, nous avons demandé à la société civile de remplacer le poste vacant du défunt président et l'administration qui du reste a déjà changé ses deux membres. Donc nous demandons une recomposition qui est vraiment qui puisse s'adapter à la réalité politique du moment. Oui, mais le président de la République a été catégorique là-dessus, qu'il ne fera pas immixtion dans les affaires internes de la CENI. Et aujourd'hui, la mouvance présidentielle dit qu'il n'en est pas question de recomposer la CENI. Mais dans l'absolu, la CENI est un organe indépendant, une institution. Dans les faits, elle est accolée au bon vouloir des autorités du moment, de l'exécutif, si je puis dire. Donc si nous demandons l'intervention du président, c'est parce que nous avons les yeux ouverts, c'est parce que nous sommes conscients qu'il détient les clés. Donc ce n'est pas du tout vouloir quelque chose et son contraire que de parler de cette recomposition, d'autant plus que l'administration a déjà changé ses membres. Donc aujourd'hui la clé se trouve entre les mains du président, quoi qu'on dise, tout simplement parce que nos institutions fonctionnent mal et que la CENI a toujours utilisé des voies de contournement qui nous font penser aujourd'hui qu'elle est à la merci de l'exécutif. Oui. Alors, quel bilan faites-vous de la marche du 10 mai 2012? C'est d'abord beaucoup de tristesse de voir qu'il y a eu des arrestations, des blessés, beaucoup de colère, parce que c'était une manifestation pacifique qui s'est très bien déroulée jusqu'au niveau du siège du RPG, et puis voir aussi des irréductibles, certains irréductibles des forces de sécurité qui n'ont rien compris à ce que s'appelle encadrer une manifestation. Les forces de sécurité républicaines, nous les avons vues, elles étaient à côté de nous, autour de nous, et vraiment rien ne s'est passé de ce côté, mais il y a eu des pestiférés, des va-t-en-guerre au niveau du siège qui nous ont agressés, qui ont balancé des gaz lacrymogènes, qui ont coupé notre cordon en deux et qui nous ont poursuivis jusqu'à hauteur pratiquement de la station d'essence de la minière. C'est regrettable. Mais sinon, dans l'ensemble, je puis vous dire que de mémoire de Guinéens, on a rarement vu autant de personnes sur le terrain, et je puis vous assurer que la prochaine fois, si rien n'est fait et que l'opposition soit encore obligée de marcher, ce ne sera pas 100 000 personnes, mais ce sera des centaines de milliers, voire 1 million de personnes. Nous en avons aujourd'hui la capacité au niveau de nos militants et sympathisants, mais les mécontents sont tellement nombreux aujourd'hui qu'il suffirait qu'ils nous rejoignent pour que vraiment qu'on ait l'impression que toute la Guinée est dans la rue. Oui, mais lors de cette marche, la réaction du gouverneur de la ville de Conakry et du haut commandement de la gendarmerie qui ont indiqué que votre marche n'a pas été pacifique. Vous savez, au début, nous avions fixé 4 itinéraires. Finalement, le gouverneur, qui ne connaît toujours pas ses prérogatives, s'est invité dans le débat en fixant l'axe de la route du Prince. Eh bien, nous n'avons pas voulu disperser nos forces, nous n'avons pas voulu créer de problème au départ. C'est pourquoi nous nous sommes tous focalisés sur cette artère. Mais sinon, nous avions décidé d'avoir un axe sur l'autoroute à partir du marché de Matoto, la côtière à partir de Lambani, et puis un autre axe à partir de Kaloum. Donc, mais finalement, nous nous sommes focalisés sur cet axe, et c'est regrettable qu'il y ait eu cette fausse note. Sinon, je puis vous assurer que de Anko 5 jusqu'à l'esplanade du Palais,
Franchement, ça a été une manifestation bon enfant, tous en cœur, dans l'allégresse, dans la joie. N'eût été vraiment cette parenthèse sombre au niveau du siège du RPG. Mais à la veille de cette marche, l'on a entendu le gouverneur de la ville de Conakry dans une déclaration où il dit que réellement la démarche envisagée par l'opposition a eu des vices de procédure. Vous savez, nous avons, je vous dis, un gouverneur qui ne connaît pas ses prérogatives. Un gouverneur qui ne sait pas, qui n'a pas à interdire ou à autoriser. Une manifestation, le droit de manifester est inscrit dans notre constitution en son article 10 et que nous avons une obligation d'information. Et donc nous devons informer les autorités sur l'itinéraire, l'heure, le point de ralliement. C'est aussi simple que ça. Mais nous avons un gouverneur, un bouillant gouverneur qui aime souvent faire parler de lui. Et je crois qu'il serait bien qu'il y ait des gens de bonne volonté qui puissent aller l'asseoir et lui expliquer ce qui est le rôle d'un gouverneur, ses prérogatives et tout ce qui s'ensuit. Mais je crois qu'il en fait trop. Il s'est calmé un peu plus depuis quelque temps, mais il suffit d'un rien pour le déboulonner et il s'est encore invité dans un débat où il n'était pas du tout invité. Oui, donc je crois qu'il est temps qu'on remette les choses à l'endroit de ce côté. Revenons maintenant sur la marche du 10 mai. Alors comment expliquez-vous concrètement les échauffourées de Hamdallah? En fait, j'étais là. Donc on dit souvent, ouais, vous sortez manifester, les leaders sont chez eux, leurs enfants sont en Europe. C'est faux. Tout ça, c'est pour créer la diversion. Nous étions là aux avant-postes, tous, en dehors de ceux qui sont absents de la Guinée. Eh bien, je puis vous assurer, jusqu'à hauteur du siège du RPG, eh bien, tout se passait très bien. Eh bien, je puis vous assurer que j'étais impressionné. Mais arrivé par là-bas, tout d'un coup, on a vu des cailloux sortir en hauteur, des gaz lacrymogènes. Nous n'avons rien compris. Parce que pour nous, je vous dis, on a rencontré énormément de forces de sécurité qui étaient là. Une dizaine, face à des dizaines de milliers de personnes. Rien ne s'est passé. C'est à ce niveau qu'il y a eu un problème. Et donc, j'espère, en tout cas, le jour qu'on aura une marche, une manifestation sur cet axe, nous demanderons à obtenir un cordon de sécurité à hauteur de ce siège, ou qui pose souvent problème. Et c'est la deuxième fois, en ma présence, qu'il y a des problèmes à ce niveau. Je rappelle que vous êtes dans l'émission En toute franchise. En toute franchise, M. Souma, vos militants n'ont-ils pas attaqué le siège du RPG Arc-en-Ciel? Je puis vous assurer que ce n'est même pas l'homme politique qui parle, c'est le citoyen responsable qui veut faire entendre parler de sa voix et qui n'acceptera jamais, jamais quelque chose qui pourrait mener le pays à des troubles incontrôlés ou incontrôlables. Je crois que depuis que je suis entré en politique, j'essaie d'être un citoyen d'abord et puis un homme politique responsable. Je ne m'associerai à rien qui puisse vraiment ébranler aussi bien le régime que de créer des troubles dans le pays. Donc vous voulez dire que réellement les militants de l'opposition n'ont jamais attaqué le siège du RPG Arc-en-Ciel? Je le dis, la même pourtant, nous avons entendu le secrétaire général de la dite formation politique qui a dit qu'il y a eu des casses, des voitures cassées et beaucoup d'autres choses vraiment détruites par les militants de l'opposition. Je vous le dis, la main sur le cœur. Je crois que là aussi, il faut rétablir les choses. Monsieur Saloum Cissé, je ne l'ai pas très bien connu. Ce que je sais de lui, c'est qu'il devrait se montrer un homme politique responsable. Il ne faut pas qu'on verse à nouveau dans ce que j'appelle les turiféraires du régime. Des gens qui sont là pour dire au président, t'es le plus beau, t'es le plus grand, c'est le bon Dieu qui t'a placé, tes décisions sont amènes. Non, je crois qu'un homme politique, quel que soit son camp, se doit d'abord d'avoir à l'idée, d'abord l'autorité de l'État, mais aussi la paix, la concorde, la quiétude et surtout le respect des textes qui nous régissent. Donc je crois que ce sont des gens qui aiment se victimiser après avoir semé des troubles. En tout cas, si j'étais à leur place, si j'étais au RPG, au siège du RPG, eh bien je crois que je saurais raison garder lorsque j'ai en face de moi des dizaines de milliers de personnes, même si je suis entouré de Kalachnikov, de bazooka et autres, je saurais raison garder. Je crois qu'il n'en est pas à sa première manœuvre. J'espère que c'était la dernière, parce que l'opposition fera en sorte que plus jamais quelqu'un
ne l'attaquent et ne se victimisent par la suite. Alors, quelle suite pouvez-vous donner exactement à la marche du 10 mai dernier? Bien, la marche du 10 mai, elle était nécessaire. On aurait pu l'éviter. Je crois que si le président de la République avait décidé de nous rencontrer, avait pris des décisions, je vous assure, la veille de la manifestation, nous avions les moyens de demander à nos militants et sympathisants vraiment de renoncer à sortir. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser le régime ni jeter le trouble dans l'esprit des gens. Nous sommes là pour utiliser les voies légales qui pourraient nous permettre de nous asseoir avec les autorités. Nous ne pouvons pas le faire à travers les médias, nous ne pouvons pas le faire à travers des trafics d'influence. Nous avons tout essayé, nous avons même écrit au président de la République en personne. Nous avons rencontré les autorités internationales, les institutions de la République, les autorités religieuses. Je crois que nous avons tout fait pour ne pas en arriver là. Oui, mais parlons un peu de votre rencontre avec les autorités internationales. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition cherche par tous les moyens à attirer l'attention de l'opinion internationale au fait sur ce qui se passe présentement en Guinée. Est-ce que quelque part, vous partez souvent vers ces autorités internationales pour les faire part de vos ras-le-bol ou de vos revendications pour qu'ils essayent d'apporter au moins une sorte de médiation afin que nous puissions sortir de cette transition? Le problème, il est d'abord guinéo-guinéen. Moi, je pense que c'est aux Guinéens de régler leurs problèmes. Mais dans le cas d'espèce, nous avons des gens qui n'ont pas du tout envie que ce pays avance. Alors donc on dira c'est l'opposition qui est radicale, non, non, ce sont les autorités. On joue au chat et à la souris et pendant ce temps, eh bien, on a une finalisation qui tarde à se faire. On a autour de nous des pays qui ont organisé leur élection présidentielle après nous, qui ont déjà installé leurs assemblées. Nous sommes aujourd'hui, non seulement on faisait du surplace, mais maintenant c'est une reculade dans la mesure où même les acquis démocratiques sont menacés. Donc nous essayons de régler le problème entre nous. Le cas échéant, eh bien, ce n'est pas la première fois que la Guinée ferait appel aux amis de ce pays. Je crois que ce n'est pas un cas propre à la Guinée spécifique, non. Je crois que quand il y a des difficultés quelque part, nous le voyons à Bissau, au Sénégal tout dernièrement, au Mali actuellement, eh bien, c'est normal qu'il y ait des médiateurs qui puissent aider les uns et les autres à se mettre ensemble. Mais moi, je puis vous assurer que si les autorités se limitaient au respect des textes et au bon sens, on n'aurait pas besoin de faire appel à qui que ce soit. Ok, mais au-delà de ça, vous continuez réellement vos revendications et vous voulez aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous voulez quitter la route de Prince pour regagner l'autoroute Fidel Castro de Conakry. Mais est-ce que concrètement, vous avez la garantie de cette décision? Non, en fait, ce n'est pas du jusqu'au boutisme. Non, moi je vous dis, regardez ce qui s'est passé lors de cette marche du 10 mai, à la place du président de la République. Si j'avais été visiter les blessés, qui sont d'abord des citoyens, avant d'être des militants, des sympathisants ou de simples curieux, si j'avais rencontré mon opposition ce jour-là, si je m'étais adressé à la nation pour vraiment l'interpeller sur ce qui venait de se passer, si j'avais demandé la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées, oui, mais on serait déjà passé à une autre phase. Mais il y a eu une sourde oreille, et plutôt que d'avoir cette attitude d'homme d'État qui se rend compte que son peuple est descendu, qu'il lui doit une réponse, et qui se rend compte que le pays est en train de dériver vers la violence, eh bien, si le président n'a pas eu cette attitude, eh bien, c'est tout à fait normal que l'opposition continue. Ce n'est pas du jusqu'au boutisme. Le président aurait pris des décisions amènes, je vous assure que nous serions peut-être entrés dans une autre phase. Mais ce n'est pas le cas. On a toujours le discours et la méthode, on a toujours les faux semblants, les manœuvres dilatoires, les tactiques politiciennes, et donc c'est ce qui continue. Donc nous, ce que nous demandons aujourd'hui, sincèrement, nous pouvons ne plus descendre dans la rue, nous pouvons ne plus interpeller nos citoyens, nos militants, si ce que nous demandons est fait. Et ce que nous demandons, ce n'est pas la mer à boire, qu'on s'accorde sur la recomposition de la CENI, parce que nous avons besoin d'être acteurs. On ne peut pas, aucune opposition au monde n'accepterait des élections où, lors desquelles on lui dirait « Ok, tout est bon, c'est bon, venez, vous allez participer ». Ça n'existe nulle part au monde.
Et quant au fichier, on a besoin de savoir. Tout dernièrement, il y a eu beaucoup de controverses autour de ce fichier. Eh bien, le rapport d'audit qui est en notre possession, que les autorités n'ont pas voulu publier, est accablant. Oui, est-ce que vous pouvez un peu parler de ce rapport d'audit? Parce que la dernière fois, nous avons reçu un des membres du collectif, à l'occurrence M. Abakar Silla, qui avait aussi parlé de ce rapport. Est-ce que quelque part, vous avez une idée de ce rapport d'audit-là? Je vous dis, je relève seulement 2 points. D'abord, les délais qui nous sont impartis, les 45 jours, ne sont pas tenables par rapport au nombre de kits que nous avons, la qualité du matériel et surtout l'expérience des gens qui sont sur le terrain. Parce que ceux qui ont eu à faire le même travail dans d'autres pays, ça leur a pris plus de 4 mois. Nous, on veut tout boucler en 45 jours. Il a été prouvé à travers ce rapport que le matériel de UEMA est 5 fois moins performant que les kits de la SAGEM, qui sont une propriété de la Guinée. Rien que ces 2 éléments suffiraient vraiment à dire, écoutez, revoyons les choses, remettons les choses à l'endroit, parce que ce sont 2 choses importantes. Et hier, on était encore en réunion, nous avons appris des choses quand même regrettables. Les kits de EMAC aujourd'hui, qui sont en train de travailler sur le terrain, créent des dysfonctionnements terribles. Vous pouvez vous faire enrôler à Matam et sur votre document, eh bien, ce sera 0 Corée ou je ne sais quoi. C'est grave. Et j'ai même une copie en ma possession ici pour apporter la preuve de ce que je dis. Alors si vous en avez, on peut voir la copie. C'est quand même grave. Sortez la copie, ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque j'ai vu ce document hier, je me suis dit, mais où on va? Où on va? Parce que c'est quand même dramatique. Regardez, voici le document. Vous imaginez? Oui, ça, on voit le document. Mais nous avons vu le groupe Sabari Technologies, cette fois-ci qui a voulu vraiment montrer son côté transparent et également a organisé récemment une rencontre au Palais du Peuple où elle a procédé vraiment à une démonstration pratique du processus d'enrôlement. Je pense quand même que c'est à mourir de rire que de vouloir faire une telle démonstration par la personne qui est chargé d'organiser cet enrôlement. Vous n'allez pas quand même sortir à la face du monde ou des Guinéens les défauts ou les insuffisances de votre matériel. Je pense que ça aurait dû être fait par une instance indépendante, des experts internationaux ou même guinéens. On a des compétences, il ne faut pas qu'on se sous-estime, mais ce n'est pas celui qui met son matériel à disposition des Guinéens qui doit en faire la démonstration. Eh bien, c'est comme si vous vendez une marchandise et que vous vouliez qu'on pense que vous allez vraiment ressortir toutes les insuffisances de celle-ci. Non, je crois que lorsqu'on vend quelque chose, on essaie de faire ressortir tout ce qui peut faciliter la vente, la signature du contrat et tout ce qui s'ensuit. Donc, cette démonstration, pour moi, c'était de la poudre aux yeux. Alors, vous pensez que cette démonstration du groupe Sabari Technologies, c'était vraiment de la poudre aux yeux? Revenons un peu à la marche et on va parler un peu des journées villes mortes que l'opposition a récemment demandé à ses militants et sympathisants de constater. Mais dans ces derniers temps, on a constaté que ces journées villes mortes que vous avez demandées, les citoyens n'ont pas concrètement obéi. Est-ce que quelque part cela ne dénote pas la faiblesse de l'opposition? Non, c'est vouloir vraiment prendre les vessies pour des lanternes que de ne pas se rendre compte aujourd'hui que l'opposition est la majorité dans ce pays. C'est clair, ça ne souffre aucune polémique ni contradiction. L'opposition, déjà par rapport aux résultats à l'élection présidentielle, et vu le mécontentement grandissant et la paupérisation, font aujourd'hui que nous représentons la majorité. Nous n'avons même pas besoin d'en discuter. Et puis, bon, moi, une opération ville morte me dérange toujours. Parce que tout ce qui dérange les citoyens lambda me dérange. Mais simplement, ça fait partie des voies légales que nous avons à notre disposition. C'est regrettable qu'il y ait des villes mortes. Je ne suis pas là pour dire tel jour ça a marché ou tel endroit ça n'a pas marché. C'est toujours regrettable de créer des désagréments.
eh bien, nous préférons créer des désagréments que de prendre des armes ou que le pays brûle. Donc je crois que si en face, on a des personnes qui se rendent compte de la gravité de la situation, je crois que c'est à eux de la décanter. Nous sommes preneurs. Si aujourd'hui on nous appelle, nous allons au pas de course. Si on nous demande aujourd'hui d'aller à l'essentiel, nous avons des propositions concrètes. Donc nous ne sommes pas là pour retarder le pays, comme on aime souvent le dire, ou faire fuir les investisseurs, parce qu'il n'y a que ce mot à la bouche des autorités. Non, les investisseurs ne dépendent pas de nous. Je crois que lorsqu'un État est normal, eh bien, les investisseurs arrivent sans qu'on ait besoin de les appeler, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des choses à faire, qu'ils vont gagner de l'argent, qu'ils vont partager des richesses. Donc nous n'y sommes pour rien. Hein. Aujourd'hui, c'est les signes avant-coureurs et les signes négatifs donnés aussi bien par l'exécutif que ce gouvernement en mal de résultats probants qui font que les gens ne viennent pas. On ne vient pas dans un État où on casse des contrats unilatéralement, où on file des contrats de gré à gré. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'heure de la globalisation et de la mondialisation. Ce qui se fait à l'instant T, se fait à travers le monde. Donc, essayons d'avoir un État organisé et je crois que on pourrait rattraper très très vite tout le temps perdu. Mais au-delà de ça, l'opposition avait aussi décidé d'organiser une marche pacifique sur l'autoroute Fidel Castro le 24 mai. Pourquoi cette marche a-t-elle été reportée à une date ultérieure? La décision a été prise hier en comité restreint. Nous étions déjà prêts. Les communiqués commençaient à passer sur les radios. Nous avions contacté nos éléments. Et cette fois-ci, ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'il y aurait eu des marches à l'intérieur du pays, à l'extérieur de la Guinée. C'était vraiment un mouvement de masse, une démonstration de force qu'on voulait faire. Mais au dernier moment, on a appris que le président quittait le pays. On a vu qu'il devait visiter 5 pays. Donc, je n'ai jamais été président de la République, mais je sais qu'un président de la République a un agenda, un calendrier très serré, bien ficelé. Et donc, on ne sait pas de tel jour à tel jour, c'est tel pays, tel autre pays. On ne connaît même pas sa date de retour. Et donc, tout ceci nous a conduit à nous dire il faut qu'on attende qu'il soit là pour que nous puissions, pour que ça puisse se passer en sa présence. Ce pays a souvent connu des dérapages incontrôlés et les principaux décideurs se sont toujours arrangés pour être absents. Et nous sentions aussi qu'il y avait des manœuvres. Nous avons appris beaucoup de notes. Hein. Vous savez, nous sommes infiltrés au sein de l'opposition. Nous essayons aussi d'avoir des éléments en leur sein. Et donc, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait des bruits d'arrestation des leaders. Il y avait vraiment beaucoup d'éléments concordants qui nous ont fait penser qu'il aurait été plus facile pour le président de dire j'étais absent. Eh bien, nous mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'attendre la présence du président de la République pour pouvoir manifester votre mécontentement? Absolument, parce que nous sommes en Guinée. Nous sommes en Guinée, il y a eu des précédents et nous ne voulons plus que ça se répète. Lorsque vous avez différents sons de cloche qui vous disent telle chose est préparée, telle manœuvre est déjà lancée, etc., et que le président s'absente du jour au lendemain, avec un programme, vraiment, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu un président de la République qui voyage et où on dit le président va visiter 5 pays. On ne connaît même pas la date de retour, on ne connaît pas le calendrier des pays à visiter. Non, je trouve quand même que, comme le disent les Blancs, il y a anguille sous roche. Nous avons estimé à la majorité, parce que vous savez, je vous dis, tout ne se passe pas aussi bien que vous le pensez au sein du collectif et de l'ADP. Les décisions que nous prenons sont toujours votées. Eh bien, donc, même lorsque la GCI n'est pas souvent écoutée, eh bien, elle est solidaire de toutes les décisions qui se passent. Donc, on vote et puis c'est la majorité qui se dégage. Il y en a qui voulaient qu'on maintienne, d'autres ne voulaient pas. Eh bien, on a décidé d'attendre son retour, tout simplement parce que le plus grand nombre a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments concordants
qui faisait qu'il fallait qu'on Oui, attende qu'il soit là, mais nous n'avons pas annulé, nous avons décalé et reporté. Est-ce que vous avez, ça c'est une raison concrète, que vous reportez cette marche à une date ultérieure, quand on sait ici que vous passez dans la légalité, vous suivez ce que la loi prévoit. Alors, si vous ne pensez pas que cela pouvait avoir d'autres réactions ou qu'on peut coller à la normale, pourquoi rejeter cette marche? Non, parce qu'il y a un second élément. C'est-à-dire que lorsque nous avons décidé de cette marche, les militants de RPG Arc-en-Ciel ont décidé de marcher le même jour, au même lieu, au même endroit. Et donc, nous nous sommes dit, plutôt que d'aller vers cette logique de l'affrontement, on avait voulu décaler notre marche vers la côtière, c'est-à-dire de Lambangui jusqu'au stade. Parce qu'on n'est pas là pour que des Guinéens s'affrontent entre eux. On n'est pas là pour créer la zizanie ou déstabiliser le régime, ou lancer un appel du pied à la grande muette. Non, on est là pour faire respecter d'abord les acquis démocratiques et faire respecter la loi. Donc, aujourd'hui, nous avons décalé. Et j'ose espérer, parce que nous allons passer à la mairie de Matam pour nous assurer que le RPG Arc-en-Ciel a bien déposé une lettre d'information de sa marche. Nous espérons qu'ils vont maintenir leur marche parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient sortir le jeudi. Nous avons décalé parce que nous avons une raison suffisante qui est l'absence du président de la République. J'ose espérer, s'il n'y avait pas d'intention inavouée de la part du RPG Arc-en-Ciel, que ces militants et sympathisants vont sortir, vont descendre dans la rue le jeudi. Nous espérons que ce sera fait. Si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y avait des manœuvres pour pousser les Guinéens à s'affronter, et ça, il serait de la responsabilité du président. Et là, nous prendrions nos responsabilités en tant qu'hommes politiques et en tant que citoyens pour interpeller les autorités par rapport à toutes ces manœuvres. Quelles sont ces responsabilités que vous devez prendre? Eh bien, nous allons prendre nos responsabilités par rapport aux autorités, par rapport à l'exécutif et aussi au judiciaire. Il n'est pas question qu'on dise qu'on va organiser une marche, donc la partie adverse annule sa marche ce jour-là et que vous annuliez. Non, s'ils ont décidé de sortir, j'espère qu'ils sortiront. Et s'ils ne sortent pas, nous saurions maintenant qu'ils sortaient uniquement dans la logique de l'affrontement. Et là, on prendrait nos responsabilités vis-à-vis des autorités. Okay, si le RPG Arc-en-Ciel ne sort pas jeudi, ça veut dire qu'il y avait des manœuvres pour s'attaquer à l'opposition. Oui, mais vous avez décidé aussi de rejeter cette marche à une date ultérieure. Mais le jour où vous projetterez de sortir encore et que le RPG Arc-en-Ciel ou la mouvance présidentielle se décide le même jour de sortir, qu'allez-vous faire? Ben, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Là, le jeu est clair. Nous ne sortons pas jeudi, il faut que le RPG Arc-en-Ciel sorte. Il n'est pas question que le RPG Arc-en-Ciel attende que l'opposition dise qu'elle sortira le 10 juin ou le 20 juin pour ensuite dire qu'elle va sortir. Non, ça, je crois que à la face du monde et à la face des Guinéens, ce serait vraiment de la provocation et de l'irresponsabilité de leur part. M. Souma, en dépit de tout ce que nous venons de citer aujourd'hui, est-ce que vous maîtrisez concrètement les risques que vous courez en organisant une marche sur l'autoroute Fidel Castro de Conakry? Oui. Non, il n'y a aucun risque. Je pense qu'en partant de Matoto, on pourrait vraiment avoir des centaines de milliers de personnes entre Matoto et le stade. Et nous allons simplement demander un cordon de sécurité à hauteur de la casse, parce que nous savons que le pouvoir a beaucoup de partisans là-bas. Et il faut qu'on arrête de penser que Madina, c'est pour le RPG. Non, la Guinée appartient à tous les Guinéens. Et je crois que tous les partis sont représentés à Madina, y compris la GC. Donc, mais simplement à la casse, il y a beaucoup de violence potentielle. Eh bien, nous demanderons aux autorités de vraiment créer un cordon afin que nous puissions passer tranquillement de la tête de la manifestation jusqu'à la queue. Et en l'occurrence, ce jour-là, nous nous arrangerons pour qu'il y ait des leaders à la tête et des leaders à la queue pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais il n'est pas question qu'on nous dise qu'en allant sur l'autoroute, on va créer des problèmes. Nous ne sortons pas pour créer des problèmes.
Et nous ferons tout pour les éviter. Mais l'on sait souvent que l'opposition est beaucoup plus majoritaire sur la route Le Prince. Si nous parlons un peu des risques que vous courez, alors aujourd'hui nous avons entendu que le RPG dit qu'elle reprendrait à toute provocation de l'opposition, surtout quand vous parlez de vos manifestations. Ils ont qualifié ces manifestations de provocation. Alors est-ce que quelque part vous ne partez pas vers l'affrontement? Non, non, d'abord il faut qu'on arrête de dire que l'opposition, non, c'est l'UFDG qui est forte sur cet axe. L'opposition, ce n'est pas seulement l'UFDG. La GCI est très très forte en basse-côte. L'UFR est très très forte. Il y a d'autres partis, l'UFC, il y a beaucoup de partis qui ont des partisans un peu partout. Et je crois que si on prend la côtière de Lambangui à Kaloum, eh bien la GCI est très forte. Donc il faut qu'on arrête de penser, non, l'UFDG est forte, ce n'est pas l'opposition qui est sur cet axe. Mais l'UFDG fait partie de l'opposition. C'était une parenthèse. Parce qu'il faut qu'on arrête, comme le font les autorités politiques, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Il n'y a que l'UFDG qui a des militants. Non, je crois que c'est aussi une façon de préparer les consciences. Tout comme on avait réussi à faire croire aux Guinéens que ceux qui avaient voté pour nous au premier tour ne l'ont pas fait au second. Eh bien aujourd'hui, on fait croire en Guinée qu'il n'y a que l'UFDG qui a des militants. Mais bon, vous savez, il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, l'opposition est la majorité dans ce pays. Et l'opposition, ce n'est pas seulement l'UFDG. Okay. Mais au-delà de ça, nous savons que vous partez vers une solution pour vraiment sortir la Guinée de la transition. C'est ce qui vous pousse à faire des revendications. Mais récemment, le président de la République l'a indiqué qu'il n'est pas prêt à discuter avec l'opposition. Alors, que comptez-vous faire? Ben avant même, bon, j'ai fermé la parenthèse avant que vous ne posiez votre question. Le seul problème, c'est que nous avons aujourd'hui une majorité présidentielle qui panique, qui se rend compte qu'elle est minoritaire, qui n'a pas intérêt à organiser des élections tout de suite parce qu'elle serait vraiment laminée, pas battue, laminée. Et donc c'est des gesticulations politiciennes, des propos acerbes, telles que celles que nous venons d'entendre de la bouche du secrétaire général, Saloum Cissé, oui, on en qui parlera a parlé tout de suite. œil pour œil, dent pour dent, des ministres irresponsables comme Bantamasso, qui ont parlé de leaders. C'est-à-dire que dans un état normal, ce monsieur, à l'instant où il aurait prononcé cette phrase, aurait été démis de ses fonctions. Mais on est en Guinée. Il faut être des turiféraires, il faut cirer les bottes, il faut vraiment invectiver pour se faire plaire du chef. Je crois que ça ne sert pas la Guinée, ça ne sert pas la République et ça ne sert pas non plus le président de la République, Alpha Condé. Je crois qu'il faut savoir raison garder, ça c'est la première chose. Oui, maintenant, par rapport au chef de l'État, ben, nous nous rendons compte qu'entre ce qu'il dit et ce qui est fait sur le terrain, c'est comme le jour et la nuit. Lorsque le président de la République demande l'arrêt de l'enrôlement, fait des injonctions à la CENI. Je ne parle pas là de l'indépendance de la CENI. Non, tout le monde sait qu'il y a des interférences de l'exécutif. Mais le président de la République, quand on sait ce qu'est une autorité suprême dans un État, qui demande à ce que la CENI arrête ses activités, et que dès le lendemain, son président annonce le début de l'enrôlement 2 jours après, et lorsque, même encore avant-hier, lorsqu'il demande la suspension, et que nous, acteurs politiques, nous nous rendons compte sur le terrain que l'enrôlement continue, on se dit, de qui se moque-t-on? Eh bien donc, entre les propos du président de la République et la réalité du terrain, je crois que les Guinéens savent qu'il y a différents sons de cloche. Oui, mais est-ce que cette décision du président de la République qui avait demandé à la CENI d'arrêter les opérations de saisie, ce n'est pas une bonne décision ou quelque part ne répond pas un peu à vos revendications? Non, non, on n'en est même pas parlé de bonne décision. Je viens de vous démontrer qu'entre ce qu'il dit et ce qui est fait sur le terrain, c'est comme le jour et la nuit. Donc ce qu'il dit pour moi, ce ne sont pas, on ne doit même pas parler de bonnes décisions. Je crois que moi, si j'avais été président de la République, eh bien, lorsque je prends des décisions, elles sont exécutoires. Mais... Et quiconque ne les exécute pas, eh bien, aurait affaire à l'autorité que je représente. Et on n'est pas en train de parler du président Alpha Condé. On est en train de parler du président de la République qui donne des injonctions. Eh bien, je crois que si ce n'est pas respecté, ça veut dire qu'il y a connivence avec l'autorité qui aurait dû
vraiment entrer dans le rang. Mais le président de cette institution électorale, le Séni Camara, avait affirmé qu'il se plierait à la décision du gouvernement, en l'occurrence la décision du président de la République. Oh, Monsieur le Séni Camara a dit beaucoup de choses. Monsieur le Séni Camara a même dit dans une de ses phrases célèbres qui le discrédite qu'il ferait ce que le président lui demanderait de faire. Il l'a dit, il l'a écrit. Et donc si aujourd'hui il veut parler d'indépendance, c'est tout simplement parce qu'il y a des manœuvres. Le président calme d'un côté et puis attise de l'autre. Non, 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 on n'est pas naïf. En politique, il ne faut pas être naïf. Et donc je dis aujourd'hui qu'entre ce que le président dit et ce que nous constatons sur le terrain, il y a une dichotomie. Eh bien donc c'est au président de prendre ses responsabilités. Oui, mais le président a été clair là-dessus. Il dit que lui, il ne fera pas immixtion dans les affaires de la Commission électorale nationale indépendante. Et surtout, plus loin, son secrétaire général, je vais parler de Saloum Cissé, l'a confirmé en disant que réellement, aucun texte de loi ne le confirme que la CENI devait être recomposée ou remaniée par le président de la République. Vous savez, dans tout texte de loi, dans tout écrit, dans tout acte, il y a l'esprit et la lettre. Aujourd'hui, l'administration a changé ses deux membres. Pourquoi n'accepterait-elle pas que l'opposition en fasse autant? Tout le monde sait que l'opposition du moment au sein de la CENI ne reflète pas le paysage politique. Donc, on n'a pas besoin de discutailler. Allons à l'essentiel. Regardons la composition aujourd'hui de cette CENI. On se rend compte que l'opposition n'est pas présente. Et donc, nous voulons aujourd'hui cette parité, tout simplement parce que c'est la loi qui le dit. Et cette parité, elle se caractérise en quoi? En 10 membres pour la mouvance et 10 membres pour l'opposition. Nous ne demandons que ça. Tout ce qu'il y a autour, c'est ce que j'appelle des manœuvres politiciennes. Dire que le PUP ici, j'ai même entendu quelqu'un me dire que le RPG n'a qu'un seul membre dans la CENI. Alors qu'on sait que c'est le RPG et l'exécutif qui dictent tout à la CENI. Non, mais Saloum Cissé l'avait dit la dernière fois que lui, il reconnaît que tous les partis politiques sont représentés au sein de cette institution. Mais vous êtes journaliste. Donc je crois que c'est dans une interview que nous avons eue avec lui, on a effectivement posé cette question de la recomposition de la CENI. Il a ouvertement affirmé que tous les partis politiques sont représentés au sein de cette institution électorale. C'est encore un gros mensonge. Vous savez, hein, en Guinée, le mensonge et le ridicule ne tuent pas. Donc vouloir dire que tous les partis sont représentés, c'est ne même pas savoir que dans la CENI, il n'y a que 24 membres, alors qu'il y a des centaines de partis. Non, non, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de se mentir. J'ai dit, aujourd'hui, l'opposition ne demande que deux choses. Cette recomposition que nous pourrions faire en 24 heures et aussi que cet audit soit publié. En tout cas, nous avons reçu la copie. Et donc, qu'on arrête de mentir, on n'a pas acheté les kits, on nous les a offerts, etc. Non. Nous avons des kits qui appartiennent à la Guinée, qui sont 10 000 fois plus performants que ceux de l'UEMA. Eh bien, prenons-les. Parce qu'il y a eu un autre gros mensonge, c'est ce que je dis, entre ce que le président dit et ce qui est fait. Parce que le président, de l'aveu même du président, le transfert des données n'a pas été fait dans les kits. Alors que les kits étaient déjà sur le terrain. Que contenaient ces kits? Donc ça veut dire qu'en lieu et place de la révision, nous allons vers un recensement intégral. Et ce recensement, on veut faire croire aux Guinéens que c'est possible en 45 jours. Alors qu'il y a ce qu'on appelle des standards internationaux. Il faut toujours voir ce qui s'est passé ailleurs et en combien de temps. Eh bien, ailleurs, c'est minimum 4 mois, avec, comme le cas qu'on vous a cité la dernière fois, il y avait plus de 3000 kits, il y avait le courant 24 heures sur 24 dans ces pays. Il leur a fallu plus de 4 mois. Et nous, en 45 jours, un pays où tu n'as pas d'électricité toute la journée, si ce n'est la nuit pour permettre aux gens de faire de beaux rêves. Donc, c'est pour vous dire que on est en train de nous mentir. On est en train de faire en sorte qu'en 2012, il n'y ait pas d'élection législative en Guinée. Mais qui est perdant? C'est d'abord l'autorité qui est en place, parce que c'est elle qui devra justifier, prodiguer, surtout donner des chiffres, des résultats, mais aussi le pays tout entier. Parce qu'au moment où nous parlons, tout est figé. Rien ne bouge, rien n'avance. Il faut qu'on arrête de se mentir. Rien ne bouge. Il ne faut pas qu'on dise, il faut donner du temps, ça fait 53 ans. Non, ça fait 18 mois qu'on ne voit rien venir. Eh bien, si on doit encore rester 2 ans, parce qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est que
le décalage grandissant entre les législatives et la présidentielle sera récurrent, tout simplement parce que nous aurons les élections présidentielles dans 3 ans et demi, les législatives ce sera encore dans 5 ans. Et donc il va falloir encore essayer d'opérer un couplage. Au moment où nous parlons de décalage, moi je souhaite qu'on invite dans le débat d'autres formes d'associations et surtout telles que les communales et les communautaires. Pourquoi ne pas les coupler lors de ces élections législatives qui ont été décalées? Pourquoi ne pas maintenant imposer que les Guinéens de l'étranger votent? Parce que ce sont des citoyens à part entière. Pourquoi ne même pas leur permettre d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, comme ça se fait en France, au Sénégal, au Mali, un peu partout? Prenons les bons exemples, essayons de les adapter chez nous. C'est ça qui fait avancer la démocratie, c'est ça qui crée une société émergente, juste, égalitaire. Donc on fait le contraire de ce qui devrait nous amener vers, en tout cas personnellement au sein de la justice, ce que nous voulons, faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2025. On est déjà en 2012, on continue à patauger. Oui, mais parlons maintenant de la Commission électorale nationale indépendante, parce que nous avons vu les femmes de l'opposition sortir revendiquer, demandant la démission de Luceni Camara à la tête de cette institution électorale. Peut-on dire que la démission de Luceni Camara à la tête de la CENI mettra fin à vos revendications? Oh non, pas du tout. Je vous dis, la personne de Luceni importe peu. Non, je crois que si ce monsieur était un véritable citoyen, était un véritable démocrate, aimait son pays, quand on a fait l'objet de tant de controverses, on tire les conséquences. À sa place, moi j'aurais démissionné de la présidence depuis très longtemps et je serais resté simple commissaire. Je crois qu'il faut pas s'entêter. Et aujourd'hui, quand on écoute ses propos, on se dit, mais il se prend pour qui? Ou bien il s'adresse à qui? Ou il se croit dans quel pays? On ne peut pas continuer à s'arc-bouter sur un poste alors qu'on est en train de parler de l'intérêt supérieur de la nation. Donc moi, aujourd'hui, je ne me fixe pas du tout sur sa démission. Parce que si on continue à nous fixer sur sa démission, j'imagine une autre manœuvre politicienne qui serait, une fois que la CENI a fini de tout ficeler, et qu'on nous dise, écoutez, on enlève Luceni. Amenez qui vous voulez. Amenez même vos 10 membres. Mais les deux seraient déjà pipés. Non, moi, Luceni, sa démission n'importe peu. Moi, c'est quelqu'un de discrédité et quelqu'un vraiment, pour moi, qui ne nécessite même pas qu'on perde du temps sur son cas. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous remettez en cause toutes les activités de la Commission électorale nationale indépendante? Pourtant, c'est cette CENI qui a organisé les élections présidentielles et nous avons vu dès après la présidentielle, c'est l'opposition qui a été la première à demander à aller aux législatives et après, c'est elle qui demande aujourd'hui la recomposition de la CENI. Vous avez omis de dire aussi que c'est le RPG, l'Alliance Arc-en-Ciel, qui a été la première à décrier cette CENI en annonçant 24 points qui ont retardé le second tour sur une base de 4 mois. Donc je trouve que cette CENI, je ne veux pas qu'on refasse le monde. Essayons tout simplement d'aller à l'essentiel en 24 heures, par décision juste de tous les commissaires existants. Nous pouvons nous mettre d'accord. Le CNT et l'exécutif se mettent d'accord pour qu'à la suite d'un décret, on fasse cette recomposition. Et à la fin de cette recomposition des 25 membres, que le président soit élu. Et je vous assure, si M. Luceni Camara, simple commissaire, est élu par les 25 prochains commissaires de la CENI, je vous assure que je n'aurai rien à dire. Je vous dis, aujourd'hui, allons à l'essentiel. Donc arrêtons de nous disperser. Le problème de la CENI reste entier depuis l'élection présidentielle. Elle a posé énormément de problèmes au point qu'on ait eu à violer notre constitution en amenant un étranger durant l'entre-deux tours. Maintenant, pour éviter d'en arriver à de tels extrêmes, parce qu'il y en a qui commencent déjà à dire il va falloir encore une médiation. Non, non. On n'a pas besoin d'une médiation. Si on a des autorités responsables devant nous, si le CNT qui continue à jouer les prolongations, prenez ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que ce CNT ne veut pas qu'il y ait... On va faire un escale sur le CNT. Quelles sont les responsabilités qui incombent au CNT dans cette situation? D'abord, nous avons une présidente qui a perdu de sa superbe.
la dame de fer a des pieds d'argile aujourd'hui. C'est avec respect que je le dis parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Mais lorsqu'on a eu une étiquette de combattante au point d'être assimilé à une dame de fer à la Margaret Thatcher, ça veut dire qu'on peut entrer dans l'histoire de son pays. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'honneur qui soit plus important que cette marque d'affection de tout un pays et de reconnaissance au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on a un CNT pléthorique. Aucun Guinéen ne peut vous dire il y a combien de membres dans le CNT. Légalement, c'était 101. Je crois qu'on a dépassé les 160. On va allègrement vers les 200. Personne ne sait il y a combien de membres. On sait simplement que l'argent coule à flot, que rien n'est fait, et que le CNT sait qu'une assemblée élue signerait son arrêt de mort, donc le CNT n'a pas intérêt à ce qu'il y ait les législatives demain. C'est clair. J'en doutais au départ, mais maintenant j'en ai l'intime conviction, parce qu'on ne l'entend même pas. Eh bien, je crois que le CNT aujourd'hui peut avoir ce rôle, interpeller l'exécutif, parce que c'est le CNT qui joue le rôle d'assemblée aujourd'hui. Hein? Même si il n'a pas vocation à légiférer. Donc il faut faire en sorte que l'exécutif puisse prendre ses responsabilités. Mais tout le monde joue à la sourde oreille, chacun se renvoie la balle. Et donc aujourd'hui, pour moi, nous avons un problème en Guinée. Nous avons un déficit de fonctionnement de nos institutions. La Cour suprême ne fait pas son travail. Depuis que son président a donné les résultats de l'élection présidentielle, il est aux abonnés absents. Le CNT, qui représente l'organe législatif, ne joue pas son rôle. Le CNC, qui aurait dû nous permettre d'avoir accès aux médias d'État, qui aurait pu jouer la transparence et la transversalité, se limite à de bonnes intentions, à des discours, des vœux pieux. Le judiciaire est aujourd'hui vraiment au bas fond, au fin fond, parce qu'aujourd'hui on a une justice à géométrie variable et une justice aux ordres. Donc aucune institution ne fonctionne. Quant au Conseil économique et social, les Guinéens ne savent même pas si ça existe dans ce pays. Donc nous avons un déficit chronique des institutions. Tant que nous n'aurons pas une Assemblée nationale élue, je puis vous assurer que nous continuerons à nous taper la tête contre les murs, à nous quereller vraiment dans des bassesses, dans des choses vraiment insignifiantes. Il est temps qu'on mette en place notre Assemblée nationale, qu'on mette en place le Conseil constitutionnel, qu'il y ait l'équilibre des pouvoirs, qu'il y ait pour ce qui me concerne, en tout cas, vu la force de l'opposition, qu'il y ait un contre-pouvoir. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, que chacun puisse être contrôlé à son tour pour que le pays puisse fonctionner. Regardez aujourd'hui, quelle est l'autorité aujourd'hui qui rend des comptes? Personne. Nous avons un gouvernement qui est là depuis 1 an et demi, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de... il n'y a rien. C'est-à-dire que personne ne dit aux Guinéens où va la Guinée, où en sommes-nous. Donc on ne fait que des projections, des projections, des projections, alors que pendant ce temps, le quotidien des Guinéens rime avec la paupérisation, le système D et la galère. Oui, mais aujourd'hui, vous dites que réellement, le vrai problème de la Guinée, c'est la mise en place d'une Assemblée nationale. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un problème de personne? Même si on procède aujourd'hui à la mise en place d'une Assemblée nationale, si les personnes qui doivent constituer cette Assemblée nationale n'ont pas la probité morale qu'il faut, est-ce que vous pensez que le pays pourra concrètement décoller? Non, non, non. Dans le cadre de l'Assemblée nationale, ce n'est pas des nominations, c'est une élection. L'Assemblée nationale est trop importante dans un pays. Ce n'est pas des personnes qu'on va nommer qui vont être là. Non, ce sont des élus du peuple. Donc, c'est les représentants du peuple qui seront là. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir une assemblée. Regardez, aujourd'hui, il n'y a que des nominations. On casse même des personnes, on va même effacer, éliminer des personnes élues en les remplaçant par des personnes nommées. Donc c'est pour vous dire que tout est fait à l'envers. Donc une Assemblée nationale est importante. Donc si demain nous avons ces élus du peuple, eh bien, ces élus répondraient au nom du peuple et vis-à-vis du peuple. Mais ce n'est pas le cas. Quel est le ministre qui répond des peuples? Quel est le ministre que la population peut interpeller? Personne. À commencer par le chef de l'État. Donc je crois qu'il y a un travail citoyen à faire
et parallèlement mettre en place nos institutions. Parce qu'il y a un réel déficit de citoyenneté. Le Guinéen ne sait même pas c'est quoi un citoyen. Eh bien, il faut mettre le citoyen au cœur de la cité, au cœur du débat, afin d'abord d'éveiller les consciences et puis de permettre aux jeunes Guinéens de vraiment exploser. C'est possible. Parce que nous ne perdrons pas beaucoup de temps pour rattraper notre retard si nous mettons les choses à l'endroit et si nous allons à l'essentiel. Ok, Monsieur Souma, je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, vous savez, à chaque fois que j'aime souvent m'adresser au président de la République, parce que nous avons en Guinée un réel problème, c'est l'omnipotence de l'exécutif. Ici, tout gravite autour du président de la République. C'est parce que tout simplement les institutions ne fonctionnent pas. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui le président de la République qui peut décanter la situation. Si vous voyez que nous avons reporté notre marche, c'est parce qu'il faut qu'il soit présent. C'est la première personne à interpeller. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis contre l'omnipotence de l'exécutif. Je suis contre. J'ai toujours combattu ça. C'est pourquoi je parle d'équilibre des pouvoirs et de contre-pouvoirs. Mais dans le cas guinéen, c'est au président de la République, Alpha Condé, de taper du poing sur la table vis-à-vis du CNT, vis-à-vis de la CENI, etc., etc. C'est à lui de faire en sorte que l'effet de boomerang ne rende pas son règne désuet ou négatif. Parce qu'in fine, c'est à lui qu'on va demander de compte. C'est lui le président de la République. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas à cause de la CENI ni l'opposition, c'est à cause du président. Parce qu'on sait que si lui, il prend le problème vraiment par les bons bouts, ça va aller. Donc c'est à lui. Donc il faut qu'il sache que les Guinéens en ont marre d'attendre. Les Guinéens souffrent au quotidien. Aujourd'hui, nous voulons un président proche de son peuple. Un président qui écoute les sirènes aujourd'hui de tout ce qui peut nous entraîner vers une explosion sociale. Nous avons aujourd'hui une bombe à retardement dans ce pays, c'est la jeunesse guinéenne. Personne ne s'en soucie, personne ne fait rien pour elle. Elle n'existe nulle part. Il faudrait faire en sorte que cette jeunesse puisse être vraiment considérée, formée, vraiment, qu'elle soit vraiment actrice de la vie. Vous savez, dans les autres pays, on aime souvent dire que la jeunesse c'est l'avenir du pays. En Guinée, la jeunesse est le présent de la Guinée parce qu'elle constitue la majorité. Il faut qu'on s'occupe de cette jeunesse, sinon c'est une usine à gaz qui va péter d'un moment à l'autre. Il faut qu'on mette le citoyen au cœur de la cité. Il faut que les institutions fonctionnent. Il faut qu'on ait le souci de la compétence et du mérite. Il faut qu'on en arrête avec les querelles partisanes, le tribalisme, le régionalisme. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte que tout Guinéen puisse être un acteur de la cité. Ça passe par une politique de formation de tous ces jeunes qui semblent un peu à l'abandon. Mettre au travail ces femmes grâce à l'entrepreneuriat féminin. Faire un appel d'air au secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de PPT, on parle... Écoutez, aujourd'hui, comment dirais-je, le secret et en même temps la réussite de cet État passera par la bonne gouvernance, passera par l'investissement aussi bien des Guinéens de l'étranger et des Guinéens et des investisseurs traditionnels. Ça passera par donner de l'emploi aux gens afin qu'ils puissent consommer, afin qu'ils puissent contribuer à l'essor social. Ça passera in fine par une croissance qui s'invitera dans la mesure où les Guinéens connaîtront aussi bien l'investissement que la consommation. Donc il n'y a pas de secret, ce n'est pas la politique de la main tendue. Le président n'a pas besoin d'aller chercher les investisseurs, qu'il règle son propre pays, qu'il l'arrange afin que tout le monde puisse se sentir en sécurité. D'abord les Guinéens et ensuite ceux qui seraient susceptibles de venir chez nous. Donc c'est d'abord le président de la République. Le second point, c'est les citoyens. Il faut que les Guinéens arrêtent d'être apathiques, de sombrer dans cette léthargie. Un citoyen a le droit de demander des comptes. Il faut qu'on demande des comptes à nos gouvernants. Il faut qu'on arrête de penser que tout viendra à qui c'est attendre. Non, il y a des choses qui auraient dû arriver depuis 18 mois que le président Alpha Condé est là, depuis que ce gouvernement est en place. Donc, exigeons, demandons des comptes à nos autorités. Arrêtons toujours de nous en remettre au bon Dieu ou d'attendre que ce soit le voisin ou l'autre
qui fassent le combat à notre place. Donc aujourd'hui, franchement, il faut que chacun se sente citoyen. Et à partir de cette participation active citoyenne, je crois qu'on pourrait avoir un Guinéen nouveau dans une Guinée nouvelle. Okay. Voilà, c'est sur ces mots de M. Soumor que nous nous quittons au compte de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro dans toute franchise.